un saut tellement important que moi j'ai décidé depuis le mois de mars l'année dernière d'aller passer la moitié de mon temps là où ça se passe, c'est-à-dire entre Palo Alto et San Francisco. En gros, c'est 400 milliards d'argent de VC un peu partout dans le monde, un peu plus de 200, je schématise, hein, Ouais. 200 milliards aux US. Donc les US sont déjà 50% de... 200 milliards aux US. Ouais. Et Ok. dans ces 200 milliards aux US, plus de Oui, mais ça, c'est dans 50% c'est l'infra, dans ouais. la vallée. Et dans cette baisse, plus de la moitié, c'est principalement l'AI sur le top 5 des grandes sociétés d'OpenAI, Anthropic. C'est vraiment très concentré. Et effectivement, les rapports entre ce qui se passe en Europe et aux US n'ont rien à voir. Là, le Bitcoin, il est en train de se décorréler un peu du reste des actifs. Pour l'instant, il est plutôt corrélé aux actifs risqués du Nasdaq, enfin des valeurs de la tech. Eh bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Franck Desvignes. Bonjour Franck. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est brûlant. On en parle, il y a eu une très très grosse hype et ça continue d'avoir une grosse hype. On va parler des crypto-monnaies, on va parler de la blockchain, on va parler du Web3 et je sais qu'on ne pourra pas parler de tout ça sans parler d'intelligence artificielle. Néanmoins, j'ai le plaisir, j'ai eu envie de t'inviter parce que eh bien, tu es un expert du digital et de l'innovation et tu as, je ne sais pas si c'est récemment, mais en tout cas, tu as monté et lancé True Global Venture aux côtés de Dusan, qu'on connaît communément, Dushan, comme on prononce. Et donc, mais avant de nous parler de tout ça et de décrypter toutes ces technologies, ce que je te propose, c'est comme à l'accoutumée dans Entretien avec un VC, c'est de te présenter un peu ton parcours, d'où tu viens, comment tu es tombé dans le grand bain de l'innovation. C'est à toi, Franck. Merci et écoute, merci de cette invitation. Donc moi j'ai commencé ma carrière après une école de commerce en étant entrepreneur. Voilà, et donc Ok. très tôt, en 94-95, et j'ai eu la chance de découvrir la vague Internet venant des US, où on avait des CD AOL qu'on installait avec des modems, etc. J'avais des associés très geeks, et tout de suite, on a voulu utiliser cet outil dans notre business, et j'ai eu la chance de vendre cette première Internet business en 99. Ça s'appelait Voilà. comment? Donc aujourd'hui, je travaille avec des gens qui sont nés après ça, mais ça s'appelait Planet Marketing, et on faisait pas mal de recueil d'informations en ligne, et donc voilà, c'était plutôt très très intéressant. C'était bien avant la CNIL, Ouais. les emails, Les la collecte RGPD. d'emails, etc. RGPD, tout ça, voilà. Mais c'était très intéressant, et donc j'ai gardé en fait cet esprit un peu de travailler sur des sujets pionniers, transformer des business. J'ai travaillé 12 ans chez BNP Paribas Ok. à la suite de ça. En tant que quoi? Ben, mon premier titre, je crois que c'était responsable marketing Internet. Je crois que les gens chez BNP Paribas ne savaient pas exactement ce que ça voulait dire. C'est les années 2000, donc à la fois le crash finalement très vite, mais aussi Ouais. beaucoup d'initiatives lancées, et notamment tous les sujets d'Internet bancaire, c'est-à-dire Le début des aller... fintech, un peu, quoi. C'est le début de la fintech sans s'appeler fintech, Ouais. c'est en 2001, et ça s'appelle BNPnet à l'époque, puis BNP Paribas.net, et c'est de la gestion de compte, et c'est une véritable transformation du métier bancaire, puisque on passe à une relation, à une fréquence de relation avec sa banque qui est bien plus élevée que auparavant. C'est toujours difficile à expliquer à des gens qui sont nés après 2000, mais avant Internet bancaire, il y avait des agences dans lesquelles on allait faire un certain nombre de transactions, etc. Voilà, donc Ouais, ça a été totalement la transition digitale de la l'immédiateté de banque. l'ensemble de transactions, puis la souscription de nouveaux produits, puis voilà. Donc ça, c'était vraiment une histoire vraiment très très intéressante et très dynamique finalement. 12 années passionnantes où les équipes, les budgets et l'ensemble des volumes des clients, etc. Augmentant. C'est là où j'ai rencontré d'ailleurs le fameux Dujan Stojanovic, qui est le fondateur de True Global Ventures, où à l'époque,
Lui, il était aussi dans l'Internet bancaire, mais plutôt dans ce qui est devenu plus tard Monabank. Voilà. Et donc, pendant ces années-là, j'en ai aussi profité pour faire réinvestir l'argent de mon exit dans des startups du Web 1. Donc c'était plutôt des plateformes d'emailing, du ad serving, du mesure d'audience, des trucs autour de la data. Et puis du marketing tech, on dit maintenant Martech, je crois. Voilà, bah, évidemment on n'appelait pas ça comme ça. Et puis ensuite, 2000, donc j'ai eu la chance de faire quelques belles exits. C'était quoi les 2000, boîtes, la plus belle boîte, la plus belle oh, exit? bah, j'ai été business angel pour des gens comme Directinet, qui faisait une plateforme d'emailing et du marketing direct sur Internet. J'ai travaillé avec des gens comme Weborama, qui a fait une IPO à D'accord. l'époque. Voilà, enfin des choses vraiment. Et cette expérience de business angel, finalement, hein, c'est une expérience de business angel ce que tu avais eue. Elle a été donc plutôt profitable. Où tu as fait partie aussi. Il y a beaucoup de business angels quand on se lance et qu'on fait une exit. J'ai beaucoup d'histoires de C'est business vrai. angels. C'est Il paraît que ça fait partie de la liste de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire exactement. réinvestir l'argent de son exit tout de suite Voilà, dans ils une dizaine d'autres réinvestissent et puis ils entrepreneurs. réinvestissent tout seuls en étant convaincus que de toute façon ils ont trouvé la Mm. secret sauce. Mais c'est très très rare qu'ils y arrivent. Ou alors c'est ceux qui investissent dans ceux qui connaissent très très bien, dans le secteur qui connaissent très bien, qui généralement y arrivent. Mais voilà, toi tu as fait partie de ceux qui vont quand même faire on va dire la balance elle est très positive maintenant de tes... Elle De est tes... positive. Maintenant, je vais te dire ce qui m'a amené ensuite Ouais, à me regrouper avec d'autres et puis apprendre aussi des autres, partager des regards différents sur les sujets euh, via True Global Ventures. Mais il y a une frustration, je pense, de tous les business angels, c'est d'abord les tickets sont petits et l'effort est très grand. oui. Euh, et donc peut-être la récompense qui est très risquée, puisqu'au moment où on fait vraiment le business angel, c'est vraiment au moment du pré-seed. Seed. Euh, la récompense est grande à partir du moment où il y a une vraie exit et qu'on a passé toutes les barrières possibles et les dangers qui se présentent, voire les échecs. Et donc voilà, c'est beaucoup d'efforts pour pas forcément un bon reward et une, une frustration à ne pas pouvoir faire beaucoup plus pour les entrepreneurs dans lesquels on investit. Voilà. Et je Faire pense que, plus et suivre. C'est ça souvent. ouais, bah, Suivre suivre, on se les... fait diluer assez vite et puis on se fait sortir éventuellement Gentiment, aussi, exactement. gentiment. Voilà. Ouais. Donc, en tout cas, moi j'ai dépensé, j'avais un boss chez BNP Paribas qui me disait dépense-toi inutilement la grâce. Et donc voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts pour faire connaître ces boîtes et les faire croître. Mais c'est ça que j'ai gardé, cet esprit vraiment d'être D'accompagnement, d'accompagnement des entrepreneurs, les manches relevées, et puis de bosser comme si on était vraiment au bizdev de la boîte. Euh, Ensuite, j'ai été chassé par AXA, et donc j'ai fait plutôt là de la transformation digitale un peu partout dans le monde, jusqu'à décider de créer un lab en Chine d'innovation, où j'ai habité pendant 3 ans à Shanghai, ouais, super pour faire des expérience. deals un peu stratégiques avec des boîtes de tech chinoises. C'est là où j'ai touché beaucoup d'AI, D'accord. parce que Intelligence l'AI à ce artificielle moment-là, dès elle est plutôt quelle chinoise. époque? 2015, 2015, ouais, ok. voilà. Et c'est à la fois donc où je comprends que effectivement la Chine est quand même très en avance sur toute la partie computer vision, euh, facial recognition, Ah bah etc. ouais, avec toutes leurs caméras partout, là, en plus. Et et c'est là aussi où je découvre Bitcoin, parce que je recrute une équipe assez jeune et on est censé faire InsurTech, nous, pour AXA. Et en fait, InsurTech, on regarde évidemment des partenariats avec des boîtes de mobile paiement. C'est aussi beaucoup une sorte de super fintech, super AI, puisque les données de paiement sont l'essentiel du fuel de l'époque des données d'AI. Euh,
Et donc voilà, et je découvre Bitcoin, j'achète quelques Bitcoins pour comprendre comment ça fonctionne. J'ai des équipes qui m'emmènent un peu dans toutes les conférences. J'ai eu la chance de faire DEFCON 2, Ok. de rencontrer des gens comme CZ qui lançait Binance, euh, euh, à Singapour, notre ami Vitalik qui lance Ethereum, Ether, etc. ouais. Voilà. Et donc je me teste un peu avec tous ces sujets. Et c'est à cette époque où je retrouve des camarades qui sont aussi une sorte de euh, regroupement de business angels. Ça s'appelle True Global Ventures. Et ensemble, avec un peu d'expérience sur des deals blockchain, euh, on lance un fonds dédié à blockchain et IA en termes de thèse d'investissement appliqué à un certain nombre de verticales qui vont de l'infrastructure en passant par les services financiers jusqu'au gaming. Et c'est là où on monte ensemble TGV4. Voilà. Puis Et on ça, fait TGV5. tu le fais en même temps que tes activités avec AXA Alors je au fais en même début temps que ou... mes activités avec AXA, en toute transparence avec AXA. euh, dans le, euh, AXA, c'était plutôt InsurTech. Ouais. Là, je fais un truc qui est un peu en avance de phase, on va dire, par rapport à l'innovation at scale chez AXA. Et donc, Oui, puis tu es sur ton side project, ton dada, tu investis un peu ton argent. ouais, c'est Euh, ça. Donc, c'est une des particularités de True Global Venture, c'est que c'est essentiellement, enfin essentiellement pour maintenant un bon tiers du fonds 4 et 5, l'argent des GP, donc de ces founding partners, qui est investi, et donc évidemment dans le sillage de l'argent de LP, qui est plutôt, qui vient aussi plutôt des gens qui nous ressemblent, des entrepreneurs, quelques family office, voilà, pas de corporate. Donc, tout ça pour revenir sur le ouais. sujet, une sorte pas de conflit d'intérêt avec AXA, pas de corporate investissement dans le fond. Ouais. Voilà. Et, et Alors, c'est... j'ai quitté AXA depuis Ouais. mars l'année dernière, après 12 ans euh, passionnants aussi de deal, mais c'est vrai que, et pour me dédier 200% à mes activités d'investissement avec TGV. Et c'est quoi un peu les moments décisifs donc de ton parcours? Tu nous as dit, finalement, c'est cette rencontre avec l'équipe tech à Shanghai, c'est ça qui a C'est fait une un peu équipe. le déclic de Non, bon, bah alors, ça, maintenant. c'est un peu une révélation crypto. Mais c'est quoi les moments ouais, un peu décisifs de l'arrivée à True Global Venture ou du fait que tu as envie de te lancer dans ce monde de crypto, blockchain, AI? Ouais, il y a d'un côté, donc moi, j'ai dans les pattes, là, à ce moment-là, quand même une bonne quinzaine d'années de fintech. Ouais. Donc, services financiers sur Internet avec de la Ouais, tu technologie, peux pas ne pas suivre du ce genre de. paiement, du mobile paiement, des transactions internationales. Voilà. Donc, il y a un moment donné, on se dit, bah tiens, qu'est-ce que c'est exactement Bitcoin? Comment on transfère de la valeur, ou en tout cas un fichier sur un registre partagé, quand cette transaction elle est partagée par tous, elle est publique. Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde financier, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est quand même vraiment une sorte d'intérêt direct intellectuel. Euh, cette folie, en fait, hein, à l'époque, 80% de la blockchain, des bitcoins sont minés en Chine. Ouais, c'est fou. Sur des installations dont on ne sait pas si elles sont officielles ou pas, puisque finalement, en 2017, enfin par étapes, mais en fait, il y a eu euh, l'interdiction en Chine ensuite de transformer du RMB en Bitcoin, et puis ensuite de posséder des bitcoins, et puis ensuite de ne pas pas les miner, de ne pas mettre de computing power à destination de miner du bitcoin. Donc il y a eu quelques étapes comme ça de restrictions chinoises qui a fait la fuite de pas mal de plateformes, dont celle de Binance, qui a été une sorte de succès finalement, c'est-à-dire une expansion géographique à l'international d'une plateforme chinoise. C'était pas arrivé. Alipay n'est jamais sorti Ouais, vraiment de ouais. Chine. Donc voilà, donc moi ça, cette démarche intellectuelle de comprendre ce qui se passe, etc., ça fait partie de mon métier, ça nourrit ma curiosité, et donc oui, c'est un peu une sorte de révélation en disant, ok, cette infra, elle va servir
à faire du Bitcoin, mais peut-être à faire des logiciels, des smart contracts avec Ethereum, etc., etc. Donc, Là, il y a plein déjà de noms barbares que tu as utilisés pour beaucoup de nos auditeurs, j'imagine. Non, mais c'est hyper intéressant. Du coup, euh, ce que je te propose, c'est peut-être, euh, donc, avec ton regard justement financier, c'est peut-être nous partager un peu ces termes, ces grands termes qu'on va pouvoir aborder ensemble dans cet échange, que sont la blockchain, les crypto-monnaies, le Web3. Déjà, voilà, si tu devais t'adresser à Benjamin Watine, la blockchain pour les nuls, voilà, comment tu pourrais me présenter un petit peu, me décrire ces termes? C'est quoi tout ça? C'est quoi la blockchain? C'est quoi le Web3? C'est quoi les ouais. crypto-monnaies? Alors, c'est pas toujours un exercice facile, mais je vais essayer de m'y prêter. Moi, je considère la blockchain un peu comme une sorte de base de données. Et cette base de données, elle est ouverte à tous, c'est-à-dire elle est publique. Et souvent, on l'appelle en anglais un ledger, c'est-à-dire en fait un registre qui est partagé dans lequel toutes les transactions sont inscrites. Quand j'ai découvert, je fais une petite parenthèse, mais quand j'ai Hmm. découvert, parce que je pense qu'elle illustre bien, le début de l'assurance, c'est dans un café à Londres qui s'appelle le Lloyd Café, dans lequel il y a les marins de la marine marchande qui viennent sur un livre ouvert dans ce café mettre l'ensemble, enfin le nom du bateau, la destination et la date à laquelle ils vont euh, Partir, transporter et les marchandises qu'ils transportent. Et sous cette ligne de sorte d'offre, sous cette ligne viennent inscrire plutôt des banquiers qui vont financer et financer ce bateau. assurer les marchandises Ok. et les bateaux. Et c'est pour ça d'ailleurs, sous cette ligne qu'on appelle l'underwriting, un contrat d'assurance. Voilà. Ok. Et donc, quand j'ai découvert ce qu'il est exposé, ce registre est exposé dans les bureaux, dans le HQ Deloitte à Londres. Et Ouais, donc c'est dans vraiment très Lloyd. intéressant. Il y a une cloche aussi pour annoncer des grandes informations. Bref, je me suis dit, mais en fait, le métier d'assureur, c'est aussi très proche de la blockchain. Et voilà une illustration de ce qu'est une blockchain, c'est-à-dire un registre partagé avec un certain nombre de transactions sur lesquelles les gens peuvent venir construire d'autres transactions. Voilà, c'est une sorte d'open source, open data, partagé par tous de façon publique et distribué, c'est-à-dire que ça n'est à l'inverse de centralisé. Parce que quand on dit la décentralisation, c'est toujours un peu compliqué comme Ouais. concept. On distribuer, ça veut dire que tout le monde va porter un bout de cette transaction et ce qui va donner à un moment donné cette capacité de résistance, de résilience Une forme euh, d'inviolabilité de la donnée. Ok. Et c'est toujours démontré, ça, que c'est compliqué de violer cette typologie de données. Et alors, on entend parfois des hacks. Il y a eu des hacks sur des plateformes. Ce sont les plateformes Formes qui qui ont ont été été hackées et voilà, non hackées. Donc après, il y a différentes blockchains. Il y a des blockchains qui ont été hackées. Mais la blockchain qui est utilisée pour le Bitcoin, donc c'est plutôt le Bitcoin, n'a pas été, pas encore, en tout cas, pas été encore. Alors on entend dire que le quantum computing pourrait y être. pourrait. Alors je pense que le quantum computing, il a peut-être, enfin, il y a le Web 1 et 2 Ouais. à hacker avant d'aller à hacker du Web 3. Et donc, pour répondre à ta question sur, donc ça, c'était plutôt l'explication blockchain. Le Web 3, c'est peut-être un peu plus que juste la blockchain et les cryptos qui sont issus de ces blockchains. Euh, c'est peut-être un peu plus quand on revoit tous les secteurs et qu'on se pose la question de si on partageait le registre d'informations ouvert
de façon ouverte et que des business allaient pouvoir se créer par-dessus, est-ce que on distribuerait pas un peu plus de richesse à ceux qui sont acteurs de cette économie? Et donc, voilà, c'est la troisième version du web, qui ressemble d'ailleurs un peu plus à la première dans son esprit un peu philosophique. Un peu plus participatif. Il est un peu plus participatif, coopératif, avec une meilleure distribution des richesses, Et de la comment valeur créée plutôt que des richesses. et ça se matérialisait comment en fait l'exemple? Parce que quand on parle de Web 3, c'est quoi? Par exemple, Parce qu'on parlait beaucoup, on associait beaucoup le métavers au voilà, Web tout à 3, fait. donc Donc, alors, le métavers, c'est quand une même part du. la suite du cyberespace. Je ne Ouais. sais pas si tu as connu cette appellation, mais on a beaucoup parlé de cyberespace il y a 20 ans. Metaverse arrive construit par-dessus un imaginaire cyberespace. Euh, dans le Web3, à partir du moment où on a la propriété de ses données, de son profil, de ce qu'on fabrique, quand on participe ou contribue à un écosystème, on devient donc propriétaire d'un certain nombre d'assets, d'actifs. Ces actifs, notamment dans les jeux vidéo, ont une valeur et à partir du moment où ils ont une valeur soit utile pour le jeu, soit juste une valeur marchande, euh, ils peuvent s'échanger. Et donc là, chaque créateur d'actifs numériques peut créer sa petite boutique, son petit business dessus. C'est ce qu'on appelle la créateur économie. Et donc ça permet, ça donne un peu plus de pouvoir à ceux qui contribuent et pas uniquement un rapport euh, marchand-client et puis l'ensemble des données de façon asymétrique uniquement chez Amazon et les contributeurs ne s'y retrouvent pas. Voilà. Et donc c'est important parce que c'est une ère qui arrive après Uber, qui est une plateforme de mise en relation avec une sorte de centralisation de toutes les données Ouais. et évidemment une commission très importante, comme on le sait, sur le métier de chauffeur. Donc ça permet à plus de gens d'exercer ce métier, mais en même temps, ça fait plus de commissions. Voilà. Euh, Dans un monde. dans un monde blockchainisé, on pourrait refaire Uber aujourd'hui à l'échelle d'Uber, euh, sans aucun intermédiaire, en mettant en lien des contrats intelligents de j'offre ce trajet-là et des contrats intelligents pour dire bah, c'est moi qui prends l'offre et voilà, il y a une demande, une offre et il y a un besoin qui se crée et ça match. Voilà, sur ce registre partagé. Je ne sais pas si on fait pas un peu Star Trek, mais en tout cas, pour ton Non, mais c'est audience. intéressant de prendre l'exemple justement d'Uber pour essayer d'imager, d'illustrer ça. Mais ce que tu dis, c'est que quelque part, si on continue sur cet exemple d'Uber, ça pourrait être beaucoup plus open sourcé, quelque part, grâce à la blockchain et qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, mais L'infrastructure. infrastructuré. Mhm. Mais justement, il y a quand même quelqu'un qui détient et qui dispose de l'infrastructure ou qui a en tout cas l'idée. Enfin, comment aujourd'hui Non, mais donc, la question, c'est qu'est-ce qui définit le Web3? C'est une économie un peu plus mieux répartie, distribuée que, il y aurait plus d'acteurs. que l'économie juste d'avant du Web 2, qui est extrêmement Donc, centralisée et très concentrée dans peu d'acteurs. donc si je pousse ton exemple, puisque tu t'investis dans cette typologie de start-up, peut-être que tu ne prends même pas cet exemple par hasard. Est-ce qu'il y a une société dans laquelle, en tout cas, que tu as déjà vu passer ou dans laquelle tu es peut-être en train d'investir, qui veut justement disrupter le monde un Uber-like en mode blockchain? Alors, j'ai vu des projets de ce type-là, donc c'est pour ça que je pense qu'ils illustrent bien. Nous, on est investi euh, dans de l'infrastructure, par exemple,
On est investi dans une société qui est maintenant listée au TSXV au Canada, qui mine du Bitcoin sur de l'énergie renouvelable sur un barrage au Canada. D'accord. Voilà. On est investi dans des solutions, c'est encore assez proche de l'infrastructure et de sécurisation des clés privées qui te permettent d'arriver à l'information des cryptos ou des actifs numériques, Ledger, qu'on connaît bien en On connaît France, bien en puisque France, ouais. société Une de nos française, mais licornes. avec un grand succès à l'international et notamment aux US. Euh, et puis, on va être investi, et c'est un de nos premiers investissements du fonds 4, dans Sandbox et Animoca Brand, qui sont les géants du gaming, qui, effectivement, dans le scénario, on utilise la blockchain dans une économie de créateurs qui viennent fabriquer des actifs numériques dans un jeu vidéo et en faire des transactions et des business. Bah, le jeu vidéo devient une métaverse un peu plus ouverte que ce qu'on nous propose dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, qui est encore une fois très centralisée, qui est une des industries les plus grandes du monde en termes de C'est vrai. génération de top line. Je crois que c'est 250 milliards d'US dollars par an. Voilà. Il paraît que ça coûte maintenant le prix, plus que le prix d'un film de faire un jeu vidéo, ou Ouais, alors, quand on X faisait fois la le due prix d'un film. diligence de Sandbox, moi je regardais beaucoup mon neveu jouer à Fortnite et tout ça, et de temps en temps il me demandait ma carte bleue pour... Voilà. Et en fait, cette carte bleue qu'on va mettre dans un jeu centralisé, ben, l'argent il est perdu, enfin en tout cas il est centralisé dans l'éditeur du jeu. C'est lui le gagnant. Euh, Évidemment, il y a une expérience et tout ça. Enfin, ce sont des jeux fantastiques, hein, mais euh, dans un environnement métaverse, un gaming opéré sur de la blockchain, donc plutôt dans un mode Web 3. D'abord, il y a des professionnels qui vont fabriquer des choses, ouvrir des boutiques, livrer des pizzas virtuelles, etc. Les points gagnés dans le jeu sont des tokens et on peut faire des transactions. On peut changer ces tokens en argent quand on souhaite sortir du jeu, donc récupérer un peu de sa mise. Et puis, il peut y avoir un second marché complet de ce qui existait, hein, mais qui était plutôt une économie un peu grise. C'est, moi j'ai connu les fermes de gamers chinois qui jouaient avec des comptes et qui vendaient leurs comptes sur le marché À d'autres à d'autres utilisateurs, Européens ou du Middle East avec des comptes qui sont bien boostés. bien boostés. Voilà. Donc c'était une économie qui existait mais qui était grise. Elle est rendue beaucoup plus transparente, beaucoup plus fiable avec l'économie du gaming Web3. Donc voilà, ça explique un peu plus le Web3. Ça fait plus de place à une économie de créateurs, ou en tout cas de contributeurs. Une meilleure répartition des actifs qui sont créés. Et puis, ça s'applique très très bien au monde de l'entertainment, qui est une des industries qui adopte les technologies probablement les plus vite, en tout cas comparé aux banques ou aux assurances. Il y a une curiosité Une adoption voilà, beaucoup plus rapide. une adoption beaucoup plus rapide. Et on le voit d'ailleurs. Alors, on s'est posé des questions, parce que quand on a préparé ce podcast, là, tu m'as dit, mais Metaverse, est-ce que ça continue pas? En fait, je pense qu'aujourd'hui, l'IA contribue énormément au Metaverse, puisque comment peupler ces métaverses, comment construire ces métaverses. Là, j'ai vu pas mal de sociétés, pas forcément investies, mais euh, où tu vas créer un environnement de jeu avec un prompt. De la même façon Oui. que tu crées une image aujourd'hui avec GPT ou autre modèle, dans lequel voilà, tu vas dire je veux une course de voiture sur 3 niveaux, faut ramasser des oranges, éviter les bananes, et, euh, voilà, et après tu vas pouvoir partir avec ta voiture et ça se passe sous la neige, sous la pluie, grand soleil, à la plage, dans le désert, voilà. Enfin, tu, tu crées ton univers beaucoup plus facilement qu'il y a encore 2 ans. Et du coup, quel est
le rationnel économique derrière tout ça, c'est-à-dire que si tu peux tout commencer à créer tout seul et que tout peut être mieux réparti. Il faut que ces business fonctionnent. C'est-à-dire que il faut que les gens qui développent sur toute cette économie de créateurs qui développent sur Sandbox ou dans d'autres. C'est une économie de créateurs, quoi. Ça que tu c'est dis, une c'est qu'on va économie redonner de créateurs. plus aux créateurs et users qu'aujourd'hui le Et côté puis plus du côté du centralisé. user, il y a ce narratif qui est à mon sens aussi très intéressant sur les datas. Donc quand je possède mes données, elles ne sont pas centralisées et concentrées dans un acteur, et je recite Amazon, Facebook, etc., qui fait que ces données ont une certaine vulnérabilité. Je possède mes données et donc je les utilise comme je l'entends. Je n'ai pas besoin de les donner, mais plutôt communiquer sur ce qu'on appelle une sorte de outcome de qu'est-ce que sont ces données. Si je n'ai pas besoin de donner ma date de naissance pour dire que j'ai plus de 18 ans. Voilà, c'est une illustration. Et donc justement, ça se monétise. Justement, donc, tu parlais tout à l'heure de ce très bon exemple de registre pour parler de la blockchain. Comment on fait pour justement ces questions de confidentialité de données et autres, si c'est un peu ouvert, est-ce que, encore une fois, la blockchain pour les nuls, mais si c'est un peu ouvert, qu'est-ce qui fait que je ne sais pas que c'est Franck Devigne et qu'il a acheté 4 bitcoins hier? Alors, il y a pour l'instant un vrai sujet entre l'information qui est publique, c'est la transaction. Et d'ailleurs, elle est traçable. Je ne sais pas si tu as déjà fait un virement international avec ton compte bancaire. Ouais. Et souvent, on ne sait pas du tout où ça en est. C'est-à-dire quand tu poses des questions à ton banquier, il ne sait pas. Le banquier, il a envoyé un fax à son service. Et si tu as fait un mauvais libellé, je ne te raconte même pas. Voilà. Tu as oublié le libellé. Donc là, la transaction, elle est suivie puisqu'elle est opérée par un certain nombre de nœuds de computing power, etc. Et donc, on a une vraie traçabilité. Ça prend un certain temps, mais jamais plus de 10 minutes, un quart d'heure maximum, à un coût qui est bas et constant. Enfin, constant, ça dépend du taux des blockchains. Mais bref, on va simplifier. Ce qu'on ne fait pas encore, mais ce qui est d'ailleurs imposé en Europe, c'est de relier un portefeuille, un wallet, j'essaie de parler français, avec un nom et un nom, prénom, ce qu'on appelle un KYC, donc un Know Your Customer. Qui sont nos obligations qu'on a réglementaires chez SoWeFund aujourd'hui, dans n'importe quelle banque. Donc, les obligations. Donc ça fait que toutes les transactions maintenant sont connues, pourraient être publiques, mais pas forcément associées avec un nom. Mais elles le sont elles le sont chez les acteurs qui vont centraliser ces services. Après, j'ai aussi investi dans CoinHouse, qui est un broker dans lequel on peut acheter, vendre, conserver des actifs numériques et donc des cryptos. Voilà, ils ont une sélection très bien faite d'ailleurs pour éviter un peu de se perdre de cryptos et de projets, donc raccrochés à ces cryptos. Et là, bien sûr, c'est une sorte de crypto-banque. Bien sûr qu'il faut un KYC, bien sûr qu'il faut connaître, bien sûr qu'il faut mettre en place toutes les transactions pour éviter et lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, etc. Donc, bien entendu, il faut que les clients soient connus de la plateforme. Mais c'est pas un peu antinomique avec la philosophie de départ qui était... Je pense pas, c'est un service. Donc après, moi je suis pas contre toute centralisation. Je suis pas un anarchique de la blockchain. Non, mais je pense que on finit par faire un peu de politique en fait quand on parle de ces sujets. Mais je pense qu'il y a des services sur lesquels nécessitent des réglementations, des KYC, etc. Et puis ensuite voilà, il y a d'autres transférer de la valeur de ta poche à ma poche.
et un objet ou un actif numérique ne nécessite pas forcément d'être complètement identifié, etc. Enfin, tu vois, on prend souvent l'exemple je ne sais pas si tu as connu les albums Panini, mais des échanges de cartes. De cartes, ouais. Voilà, bon. Est-ce que tu as besoin de mettre ta date de naissance pour échanger des cartes? J'en sais rien. Mais donc, la réglementation, européenne, elle est toujours un peu complexe. Elle est bien pensée. euh, elle propose un cadre qui fait que les business peuvent se déployer. Et en même temps, elle freine toujours un tout petit peu l'adoption, enfin l'innovation, et peut-être parfois un peu d'adoption. Voilà. Mais c'est le cadre réglementaire que la plupart de nos sociétés de toute façon suivent. On parlait en effet en off des différentes hypes. Toi, ça fait de nombreuses années que tu suis ces évolutions technologiques. Euh, Avec ton print, justement, tu as dû en vivre des hypes on va dire, où le soufflet retombe un petit peu. Ça a été le cas, on a utilisé le mot métavers. Je te partageais le fait que dans peut-être un dossier sur deux, il y a 2-3 ans, essayait toujours, alors que c'était pas son activité première, de me dire qu'il allait envisager de mettre en place, qu'il utilisait du Web3, qu'il mettait en place un métavers pour ses clients ou aller trouver une économie en fait parallèle ou même peut-être créer un token pour permettre d'apporter de la valeur ajoutée à sa communauté. Bon, tout ça en plus, c'est pas dénué de sens, mais c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de rationnel en face. Depuis, j'ai envie de dire 2 ans, et surtout la montée fulgurante de l'intelligence artificielle, on n'en entend plus parler du tout. Le Web3, c'est tombé un peu aux oubliettes. J'ai même des dossiers investis dans le Web3 où ils pivotent vers d'autres modèles. Toi, avec ton prisme d'investisseur, est-ce que c'est bon, c'est la mode, on jette à la poubelle, ça c'est un peu fini, c'est passé de mode. Qu'est-ce qui est resté? J'entends dire que la blockchain, ça reste, c'est le fondamental, on va dire tech de toute cette période qu'on a envie de garder et qui est une révolution et qu'on n'arrive pas, nous, grand public, à encore percevoir parce que ça va être intégré dans à peu près tout nos transactions de demain. Tu confirmes tout ça? C'est quoi le postulat en tant qu'investisseur? C'est quoi les l'horizon grandes d'un tendances? fonds VC, c'est une dizaine d'années, avec, on va dire, 3 ans pour déployer, 3 ans pour développer le business et 3 ans pour trouver des scénarios d'exit. Donc c'est un cycle de 10 ans, effectivement en étant à cheval avec plusieurs fonds, avec plusieurs horizons. Il y a des fonds qui sont plutôt dédiés, c'est notre cas. Le fonds 4, c'est un fonds early stage. Le fonds 5, c'est un fonds late stage. Donc on peut à la fois suivre les champions du fonds 4 et puis de façon Renforcer opportunistique. vos positions. Allez, voilà. Moi, depuis le mois de mars, c'est intéressant ce que tu dis, parce que d'abord, le fonds, il a été très connu, le fonds 4, pour ses investissements blockchain, un peu moins pour les investissements IA qui ont été faits dedans, parce que à l'époque, en 2019, c'était l'AI Winter. Ouais, personne ne parlait de l'intelligence artificielle. Peu, On n'y croyait pas trop. ça plafonnait sur des sujets qui sont d'ailleurs très intéressants, mais NLP, le langage naturel, qui a donné avec le modèle T de Google, le transformer qui a donné le GPT, mais le computer vision, etc., c'est des scénarios, enfin des outils très intéressants, mais ça plafonnait un peu. Là, les innovations à nouveau venant des États-Unis ont vraiment fait un énorme saut de grenouille, comme on dit. Enfin, vraiment, Ah ouais, un saut vraiment incroyable. voilà. On en parle. Et donc, la hype est arrivée plutôt là, avec en plus un phénomène de concentration sur quelques acteurs. Ce sont des acteurs d'infra, d'une certaine manière. Moi, j'investis dans des applications qui sont issues de ces technologies pour certains secteurs. Ouais. Voilà. Donc, mais c'est un saut
tellement important que moi j'ai décidé depuis le mois de mars l'année dernière d'aller passer la moitié de mon temps là où ça se passe, c'est-à-dire entre Palo Alto et San Francisco, dans la baie, et toutes les boîtes d'AI sont là, ou en tout cas, je n'ai pas croisé un entrepreneur qui n'est pas en train de bosser dessus. C'est génial ce que tu dis. Tu vois, je vais rebondir sur ce que tu dis. Les chiffres sont tombés il y a 2 jours là avec Ernst Young sur les levées de fonds de la French Tech. On rappelle, on a 7,8 milliards aujourd'hui en France qui ont été levés, c'est 7% de moins qu'en 2023. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il disait la France, donc c'est 1,8 milliard, presque 2 milliards investis dans l'intelligence artificielle avec nos champions Mistral, euh, Pool, bon, je ne me rappelle plus, je le remettrai en commentaire s'il faut. Euh, on reste les champions avec le UK, les Royaume-Uni qui a aussi mis 2 milliards à peu près dans l'intelligence artificielle. Mais de l'autre côté, aux États-Unis, c'est 40 milliards qui ont été investis. C'est plus que nos investissements, ceux de l'Allemagne et ceux du Royaume-Uni réunis, tous secteurs confondus, eux, ils l'ont fait juste dans l'intelligence artificielle. Donc oui, on a l'impression C'est même plus que ça, je crois. Enfin, je ne sais pas exactement les chiffres d'EY, mais en gros, c'est 400 milliards d'argent de VC un peu partout dans le monde. Un peu plus de 200, je schématise, 200 milliards aux US. Donc les US sont déjà 50% de tout ce 200 milliards aux US. Ouais. Et dans ces 200 milliards aux US, plus de 50% c'est dans la vallée et dans la baie. Et dans cette baie, plus de la moitié, c'est principalement l'AI sur le top 5 des grandes sociétés d'OpenAI, Anthropic, etc. Voilà. Donc c'est vraiment très concentré. Et effectivement, les rapports entre ce qui se passe en Europe et aux US n'ont rien à voir. Donc vous investissez à travers le monde, True Global Venture, c'est aussi une de vos spécificités, vous êtes un peu partout. Parce qu'on aide à l'expansion géographique de ces boîtes. Donc on va emmener des boîtes asiatiques ou européennes à s'étendre aux US, ou des boîtes US à s'étendre aux US d'abord parce que le marché est très grand, et puis on va les amener en Europe ou en Asie. Donc oui. Et donc, cette petite digression, mais on a une chance. On a une chance de faire quelque chose dans cette révolution-là, ou c'est déjà perdu d'avance? Non, on a une chance. Alors, il n'y aura pas que l'infrastructure. Je rappelle qu'il y a quand même qu'une seule personne pour l'instant qui gagne de l'argent, enfin une grosse société, c'est Nvidia qui vend vend les pioches. Lui. Voilà. Et donc, donc on ne sait pas exactement cette concentration dans les modèles, voilà, parce que plus ça va, en fait, moins les gens ont besoin d'être nombreux pour faire des licornes. Hein. On attend la licorne à une seule personne, un solo licorne. Ouais. Donc, on a des très très bons talents en Europe et notamment en France. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de modèles aux US qui sont fabriqués par des équipes de Français. Moi, j'ai vu pas mal de Français. Quand on parle d'IA aux US dans la baie, il y a quelques Français à des postes clés. Oui, mais c'est tout le problème. C'est une fuite de talent. Il y a souvent beaucoup de Français, que ce soit au produit ou à la tech, dans les plus belles boîtes américaines. Ça, il n'y a pas de débat. Oui, donc on a un pool de talents très intéressant. On a, je pense, le bon setup en ce qui concerne tout le early stage. Là où je pense qu'il manque cruellement de mécanismes au niveau européen pour combler l'écart entre ce qui est investi aux US et ce qui est investi en Europe dans ces sujets technologiques, c'est ce qu'on appelle le late stage, le gros. Voilà. Et donc là, clairement, on a plein de camarades VC en Europe, c'est quand même essentiellement des fonds early. Donc, d'où le fait que les fonds grosses américains viennent aussi en Europe faire leur marché. Et tant mieux d'attirer quelque part des capitaux. Voilà. Moi, j'ai investi dans une société française qui s'appelle Just Mundi, qui fait de l'AI dans le monde juridique, donc légal AI.
et qui travaille, qui fournit une plateforme qui aide le top 600 des cabinets d'avocats dans le monde qui travaillent dans ce qu'on appelle l'arbitrage, les les grands litiges à l'international. Et donc, ils font 95% de leur business à l'international. C'est une boîte française, toute l'équipe est multinationalité. Voilà. C'est intéressant ça. Et effectivement, le centre du monde des cabinets d'avocats sur ces sujets, c'est plutôt New York, donc côte Est. Et d'ailleurs, on sera tous la semaine prochaine avec les gens de Stanford qui travaillent beaucoup aussi sur le sujet. Le temps, je le vois, il file à toute allure. J'aimerais bien que tu me partages un petit peu, sans que ce soit ta thèse d'investissement, mais plutôt tes conseils d'investisseurs. On touche une cible d'apprentis VC, de spécialistes déjà de l'écosystème avec entretien avec un VC, mais aussi une cible d'investisseurs particuliers qui sont intéressés, sensibles à cet écosystème. On a parlé un petit peu de la blockchain, on a parlé un petit peu des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on est au moment de la giga new hype des crypto-monnaies avec la remontée fulgurante du Bitcoin et aujourd'hui même de l'XRP, ce qui fait un bond incroyable pour la première fois, qui a dépassé, je crois, le pourcentage de croissance sur la journée. Et donc, voilà, quels seraient tes conseils encore une fois, l'investisseur particulier, peut-être mon père de famille, qui a envie de prendre un peu de risque, sinon il ne serait pas là à nous écouter. Okay. Mais voilà, où est-ce que j'investis, comment j'investis, c'est quoi tes conseils et peut-être les écueils à éviter? Oui, alors moi je crois qu'il faut quand même vraiment rentrer dans le contenu. Je ne m'adresse pas du tout aux spéculateurs parce que moi-même je ne fais pas un truc que je ne comprends pas. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que je ne regarde pas les tops crypto en misant... allez, on y va, on verra bien ce qui se passe. Voilà, exactement, où je vais faire x1000 là-dessus. Enfin, c'est pas mon truc, rentrer-sortir. Donc, c'est important parce que je pense qu'il faut décider de son horizon de temps. Et souvent, j'ai cette question entre amis. Voilà, je l'avais tout à l'heure en message juste avant d'arriver. Est-ce que je garde mes XRP ou pas? Bon. Je pense que donc il faut vraiment être curieux au point de vouloir soit rencontrer les fondateurs, et c'est possible. Ça, on ne peut pas toujours se le permettre quand on a Bitcoin, c'est pas possible, mais Ethereum, ça le reste puisqu'il y a quand même pas mal de conférences. Et puis après, il y a pas mal d'autres tokens sur lesquels vous pouvez parfaitement rencontrer les porteurs du projet. Donc ça, je pense que c'est important. D'avoir une vision un peu plus long terme. Cette année en particulier, c'est effectivement, après l'élection US, une sorte d'ouverture, et Trump et ses camarades VC, Tech, US, qui ont quand même contribué à son élection, peut-être un peu au dernier moment quand même, parce qu'ils n'ont pas tous de grandes convictions républicaines, mais en tout cas, Californie étant... plutôt démocrate. Oui, à retourner un peu sa veste. Voilà. Ouais, mais en tout cas, ils l'ont soutenu dans un truc. Je ne suis pas sûr que ça tienne longtemps d'ailleurs, parce que au sein même, il y a plutôt des républicains à l'ancienne et puis cette équipe de VC. Mais en tout cas, il y a eu une nomination qui va donc prendre effet la semaine prochaine de David Sachs, qui est un VC très connu de la vallée, qui faisait partie de l'époque PayPal. Donc, avec Peter Thiel, avec Elon Musk, etc. Donc, c'est tous ces gens qui ont fait le Web 2, en fait, le paiement, le Web 1 et 2, PayPal, qui se retrouvent aujourd'hui sur ces sujets. Donc, il va faire probablement des régulations IA, crypto, etc. Je pense qu'il y a un sujet principal sur lequel ils vont devoir travailler cette année, c'est les paiements à l'international. Et notamment les stablecoins. Donc, on ne peut pas faire on va dire de grands multiples en investissant dans les stablecoins, mais en tout cas,
le travail long terme, ça va être de légitimer les stablecoins et toutes les transactions transfrontalières par exemple, exécute très bien XRP. Donc, je regarderai plutôt les dossiers autour de ça qui devraient pousser cette année. Et ensuite, moi, en tout cas, ma recette. Donc, moi, j'ai une toute petite qui date de l'époque exposition Bitcoin. Et le reste, j'essaie de ventiler entre Ethereum, qui est pour moi une sorte de socle, une sorte de Windows, en fait, des applications de la blockchain, et notamment de la partie DeFi. Et puis ensuite, j'irai spécifiquement dans un certain nombre de recommandations sur des dossiers que je connais bien, comme Sandbox par exemple ou autre. Et t'as participé à des ICO, ça revient d'ailleurs les ICO pas mal aussi. T'as participé à tous. Oui, alors à l'époque où j'ai rejoint les équipes de True Global Ventures, c'était le fonds 3, qui était un fonds plutôt fermé entre nous, etc. On a eu quelques sociétés qui ont fait des ICO un peu même à succès. Ce sont des mécanismes qui sont complexes à appréhender pour le particulier dont tu parles, qui veut faire des investissements. Voilà, faut vraiment creuser le dossier, de quoi ça parle. Voilà, donc l'industrie du gaming et sa migration vers des modèles Web3, c'est définitivement quelque chose que je trouve très très intéressant, sur lequel je recommanderais de s'intéresser. Et avant de nous quitter... Et puis après, il y a des très bons conseillers chez CoinHouse qui font très très bien ce métier, qui vous conseillent. C'est une des rares crypto-banques, si vous voulez, sur lesquelles vous avez une équipe qui suit vos investissements. Ils ont même une offre de gestion pilotée sur laquelle vous confiez une somme d'argent, et ils vont se benchmarker avec les performances du marché et essayer de faire mieux. Mais tu penses que comme dans le private equity, ça doit représenter, ou d'autres typologies de produits d'investissement, ça doit représenter quoi de ton patrimoine, les crypto-monnaies? Ça doit représenter quelque chose maintenant? Oui, en tout cas... ce matin, je parlais à un family office, il me disait maintenant, je peux être amené à recommander 2-3% d'exposition. Je dirais entre 1 et 5, suivant l'appétit au risque, ouais, bien sûr. Mais là, le Bitcoin, il est en train de se décorréler un peu du reste des actifs. Pour l'instant, du reste des cryptos. Il est plutôt corrélé aux actifs risqués du Nasdaq, enfin des valeurs de la tech. Donc, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça va se redécorréler avec les variations de taux d'intérêt, l'inflation, etc. Ce qu'il est vraiment vu, en tout cas, le scénario Bitcoin comme valeur refuge, avec le monde a changé depuis les ETF, notamment BlackRock, le 11 janvier l'année dernière. En fait, ça fait un peu plus d'un an d'ETF maintenant. 40 milliards, je crois, de collectés. Voilà, donc le scénario valeur de refuge pour Bitcoin, je pense qu'il est assez validé. Voilà, maintenant, on va travailler plutôt, je pense, en tout cas, les acteurs vont travailler sur le paiement, les stablecoins, et d'en faire quelque chose qui permet de faire plus de transactions avec une adoption plus massive. Voilà. Et l'adoption massive, elle arrive souvent dans l'entertainment. Par l'entertainment. Donc il faut suivre... Par le gaming. Voilà, moi, c'est mes grandes verticales sur lesquelles TGV investit en equity. Nous, on n'investit pas en crypto, on n'est pas un fonds crypto. On investit en equity dans des projets qui sont exposés, bien sûr, et qui fabriquent des choses dans l'univers blockchain et IA. Et voilà. Et aussi, les points d'intersection entre les projets IA et blockchain commencent à être un peu intéressants, notamment pour les acteurs du Web3, que tous ces protocoles, par exemple, dont on parle, sont assez aveugles en termes de data par rapport à ce qu'étaient les web du Web 1 et 2, en mesure d'audience, d'analytics, etc. Ils sont assez peu
équipés. Donc on vient d'investir dans une boîte qui s'appelle Validation Cloud et qui amène de la data avec du computing de nœuds pour des protocoles, pour des wallets, pour ne serait-ce que qu'ils comprennent où sont les usages, comment sont les usages, de quelle géographie viennent les usages, etc., etc. Passionnant. Écoute, j'aurais aimé discuter 1 heure de plus avec toi. Merci. Merci beaucoup, Franck, pour cet échange. Merci, Benjamin. Voilà, on a parlé de blockchain, on a parlé crypto-monnaie, on a parlé Web3 et on a parlé d'intelligence artificielle. Je le savais, on ne pouvait pas l'éviter. Quant à nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, en fait, en réalité, dans 15 jours, pour une prochaine émission de Entretien avec un VC. À bientôt. Au revoir, À bientôt. Franck.